Un, deux. Un, deux. Bon voilà, hein, le générique n'a pas voulu démarrer. Bienvenue à vous tous dans le 19h glisse en ce lundi 9 mars 2026. Vous êtes les bienvenus en direct sur nos plateformes de la place du village. Comme chaque semaine, on fait un tour d'horizon des résultats sportifs à travers les pays de Savoie. Vous en avez pris l'habitude et pour bien entendu tout ça, nous avons notre consultant sportif, notre cher Marc Garcia. Bonsoir Marc. Bonsoir, Johan Ange Gardien. Comment ça Ouais, va? vous m'entendez, voilà. On commence la semaine, Marc, avec quelques soucis techniques, hein. Bon, c'est le générique qui n'a pas voulu démarrer. C'est ça, les aléas du direct. Mais heureusement, Marc, il est bien avec nous en direct depuis Megève. Marc, voilà, Ouais. avec un week-end qui a été très, très chargé hein, durant ce week-end. Hein. Ouais. Sacré week-end, ouais, avec toutes les disciplines. Les Paralympiques ont commencé. On aura des résultats. Le biathlon, le ski alpin, biathlon homme-femme, femme-homme, ski alpin femme-homme. Donc il y avait du lourd, comme on dit. Il y avait du lourd, c'est ça. Alors Marc, justement, comme chaque semaine, on rappelle à ceux qui nous suivent en direct ou même en replay, on fait un tour d'horizon hein, des résultats de la glisse. Hein, voilà, la saison continue, également aussi avec les Paralympiques hein, qui ont commencé depuis vendredi soir avec la cérémonie d'ouverture, puis les compétitions hein, chaque jour avec 8 heures, hein, je crois, de compétition chaque jour, hein, c'est ça? Oui, oui, la retransmission sur France Télé, oui, oui, il y a beaucoup d'épreuves sur les Paralympiques, c'est bien, tant mieux. Bon, après, il y a des actualités à côté qui font que peut-être qu'on en parle un petit peu moins, mais non, non, ça a bien commencé et avec des belles médailles françaises. Voilà. On va justement commencer, voilà, honneur justement aux Paralympiques avec Aurélie Richard, hein, vice-championne paralympique de la descente à 20 ans. Cette jeune skieuse hein, qui signe la première médaille de la délégation française durant ce week-end. Oui, beau début pour elle, c'est ses premières Olympiades, toute jeune, avec certainement un peu de pression, un peu de tension, et elle a pu sur une piste très compliquée, hein, très technique, parce que c'est la même, bah, ça prend pas le même départ, mais c'est la même piste qu'il y avait pour les Jeux Olympiques, hein, le féminin notamment. Donc une piste très compliquée sur les épreuves de vitesse, une très très belle médaille d'argent pour elle en descente. Et non, non, félicitations. C'était de bon augure pour lancer ces Paralympiques et les médailles françaises. Et bien, il y en a eu des médailles durant justement ce week-end avec ces paraskis alpins. Hein, faut tenir précisé avec cette fois-ci l'argent pour Arthur Bauchet, hein, qui est vice-champion paralympique de la descente et 9e médaille paralympique pour ce paraskieur français. Oui, Arthur qui souffre de. Alors, je sais pas exactement sa maladie, mais vous savez, là, les jambes qui tremblent beaucoup, donc qui lui causent des gros problèmes. Il n'est pas passé loin de la médaille d'or. C'est encore une fois, enfin, ils ont commencé, pardon, par deux médailles d'argent. Ben, ça lance encore une fois, ça lançait très bien. Arthur, entre la satisfaction d'être quand même sur le podium, la déception parce qu'il venait pour être médaillé d'or, parce que vous le mentionnez, hein, il en est à sa neuvième médaille, sachant que les compétitions vont encore continuer. Demain, il y a ce qu'on appelle le combiné. Après, il y aura le slalom géant, il y aura slalom spécial. Donc, il y a encore moyen pour lui de faire 3 médailles, comme tous les autres Français. Oui, une belle médaille d'argent avec beaucoup d'émotions, on a vu à la télévision de la part d'Arthur. Voilà, bravo à Arthur Bauchet. Donc, ouais, ça fait plaisir de voir des médailles hein, pendant ces Paralympiques. Et je crois que le total est à 14 médailles à battre, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Sur les Paralympiques, oui, je crois qu'on en est, je crois que c'est ça, les dernières. Ouais, Donc, hein. je pense qu'il y a moyen d'aller chercher encore le record. Ce sera bien pour eux et pour toute l'équipe, oui. Et puis, on va continuer avec cette fois-ci le parasnowboard également qui était mis à l'honneur durant ce week-end avec justement une championne paralympique après son titre à Pékin en 2022. C'est la porte-drapeau en plus qui a pu participer, conserve pardon, son titre en snowboard cross durant ce week-end.
Ouais, Cécile Hernandez qui, pour le rappeler, a quand même 51 ans, donc c'est pas non plus une toute jeune dans le monde du sport. 51 ans, qui avait gagné, et vous l'avez mentionné, il y a 4 ans, et qui refait une médaille d'or brillamment. Encore une fois, de belles émotions. Donc c'était pour le coup, on ouvrait le compteur des médailles d'or, parce que vous savez que au classement, c'est la priorité sur les médailles d'or. Donc félicitations à elle, avec encore une fois, je regardais la télévision au replay et quelles émotions avec sa fille. Euh, alors sa maladie, je crois que c'est la sclérose en plaques, Sclérose en plaques, ce qui ouais. est pas facile. Ouais, ce qui est pas très très facile quand on au quotidien et encore moins en tant que sportive. Et bravo à elle, elle fait eh ben deux Olympiades, 2 médailles d'or. Chapeau à elle, félicitations à tout le monde, félicitations à toute l'équipe et que de très très belles émotions. Ah oui, c'est toujours aussi des gros moments, hein, ces Paralympiques, hein. Et puis, on va parler également de paraski alpin avec l'argent pour Aurélie Richard, hein, déjà médaillée en descente, cette Française qui réintègre sa performance en devenant vice-championne quand même de Paralympique de Super G. Ouais, c'était aujourd'hui le super géant, donc Mm. elle est pas passée loin. Elle est pas passée loin sur cette épreuve de super géant. Elle refait encore une médaille d'argent, donc avec encore une fois beaucoup de joie, beaucoup d'à-propos, parce que sur alors moi, ce qui me semble bizarre, c'est que vous avez un tracé en descente et notamment dans les épreuves vitesse qui est bon pour toutes les disciplines. C'est-à-dire que vous avez ceux qui sont handicapés du haut, ceux qui ont des problèmes au niveau de la vision, ceux qui sont dans les fauteuils. Et d'ailleurs, on a vu les hommes et les femmes en fauteuil, il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de chutes. Et j'ai du mal à comprendre comment tous tous ces gens qui sont handicapés à différents étages peuvent concourir sur une même épreuve de vitesse qui aujourd'hui était très très compliquée techniquement à aborder pour tous ces champions et championnes, en tout cas pour tous ces participants et participantes. Mm. C'est vrai, c'est tout à fait raison, Marc, hein. Ils sont quand même très très courageux avec leur handicap. Et puis on va continuer avec cette fois-ci Jules Ségeur, hein, ou Sergé, vous me direz, qui a obtenu la médaille bronze justement pour ce bleu, hein, qui sauve sa première médaille en paralympique quand même. Ça c'est un beau moment en Super G durant cette journée. Oui, lui qui s'était pris, qui avait une grave commotion cérébrale il y a à peu près une dizaine de jours, si je ne me trompe pas. Il avait pris une grosse tarte d'ailleurs à Cortina lors d'une épreuve de Coupe du Monde, et donc qui faisait de mémoire ses premiers Jeux Olympiques et qui fait une très belle médaille de bronze. Pour lui, c'est superbe. J'ai écouté, j'ai regardé un peu les reportages, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de présence dans les gradins, dans l'aire d'arrivée, presque en opposition à ce qu'on avait vu Mm. pour les Jeux Olympiques classiques. Oui, En tout c'est cas, beaucoup de monde. une Ouais. belle médaille, ouais, une très belle médaille de bronze pour lui. Après, encore une fois, une grave commotion cérébrale qu'il a eue il y a à peu près une quinzaine, dizaine de jours en arrière. Et c'était pas facile de pouvoir se reconcentrer et de pouvoir s'aligner et en même temps de pouvoir ouvrir son compteur personnel pour ses premiers Jeux Olympiques. Donc bravo à lui, bravo à tous, bravo, super. Voilà, et très beau début Jeux Olympiques pour eux. On va parler de biathlon, et oui, également dans la glisse, avec le Jean Monod qui remporte pour la deuxième fois le globe de l'individuel. Là, on quitte les paras, on va aller sur justement les résultats ce week-end. Et Gia Simon qui est meilleure française du jour, qui est 10e quand même. Camille Benel également 22e. Océane Michelon 25e et Sophie Chevaux 32e. Ça, c'était durant donc c'est ce week-end en biathlon, Marc, hein. Pas mal. Oui, quand tu as l'artier en Finlande, ils avaient et Mhm. le biathlon d'un côté et il me semble, le saut à ski de l'autre côté, même le combiné nordique en Finlande. Et là, bon, presque une petite déception sur le résultat du jour, hein, sur l'individuel, mais elle n'est pas passée loin. Mais l'essentiel, c'est d'arriver, de gagner le globe, c'est-à-dire le classement général en individuel, parce que vous avez vu qu'en biathlon, vous avez l'individuel, vous avez la mass start, vous avez les relais, enfin, Il y a beaucoup, hein. vous en avez Mhm. quand même beaucoup d'épreuves, puisqu'on derrière, on va voir les résultats, les autres résultats aussi, mais elle a gagné le globe de l'individuel, donc ça, c'est encore une fois avec beaucoup de pression, euh,
après, encore une fois, après les Jeux Olympiques, après la pression médiatique, le retour en France, Mm. et puis de se reconcentrer, parce qu'elle savait qu'elle joue aujourd'hui le globe de l'individuel, mais l'objectif pour elle, c'est pratiquement faire la passe de tous. Alors, il me semble que elle peut faire le classement général, ce qu'on appelle le gros globe, ainsi que tous les petits globes. Donc là, ce Mm. serait quand même une grande première. Et en tout cas, elle est bien partie. Il reste encore 2 week-ends, mais je pense que en tout cas, félicitations à elle. Avec, on les connaît toutes, hein, on les connaît toutes ces filles. Hein. Elles sont Mm. là pour prendre le départ et en tout cas pour gagner. Elles sont un peu passées au travers ce jour-là, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. Mais elle a pu de justesse remporter ce fameux petit globe de l'individuel. Lou Jean Monod, qu'on a beaucoup entendu pendant les Olympiques, hein, qui nous a fait rêver, hein, Marc. Hein. Oui, et qui continue à nous faire rêver parce que Ouais. elle est en passe, encore une fois, de remporter tous ces petits globes ainsi que le gros globe. Donc on va Mm. voir ça, on va suivre ça de près. On va suivre ça. Allez, on va continuer, Marc, avec cette fois Perrault, hein, premier globe sécurité pour Eric Perrault, qui s'impose sur l'individuel, justement, avec un magnifique 20 sur 20. Derrière, donc la carabine, c'est quand même une belle course pour lui. Hein. Ouais, une belle épreuve chez les hommes encore, hein, avec la pression, avec les Norvégiens, mais aussi les Suédois. Et en tout cas, il a été. J'ai regardé en replay, il a été impressionnant parce que le souci pour ces individuels, mais en toutes les épreuves de biathlon, hein, c'est essentiellement le tir et de ramener un 20 sur 20 et de sécuriser, comme vous l'avez sur l'article, le globe, c'est très positif pour lui. Bravo à lui, hein, pour Perrault. Voilà, donc pour Eric Perrault. On va continuer, Marc. On va rester toujours au biathlon, justement pour Julia Simon, la vice-championne olympique, hein, de la discipline qui remporte la Mastart. Donc derrière elle, c'est Océane Michelon qui termine sixième malgré trois fautes au tir. Ouais, ouais. Alors du coup, Julia. Alors la Mastart, vous savez, c'est tout le monde part ensemble. Hein. Euh, Ouais. L'individuel, les gens partent les uns après les autres. La Mastart, ils partent tous ensemble. Et du coup, Julia, encore une fois, qui a fait un festival au niveau de la carabine, mais pas que. Océane qui se rassure après un peu sa déconvenue et à mon avis le contre-coup encore une fois des Jeux Olympiques. C'est plutôt positif, mais encore une fois. Julia, quelle battante, quelle gagnante. Mhm. Elle a vraiment maîtrisé le sujet lors de cette épreuve et légitimement, elle le remporte. Voilà, bravo à elle. Hein. Elle a eu pas mal de résultats hein, durant ce week-end, on est en train justement de survoler tous les résultats avec Marc. On va continuer avec les podiums pour les Bleus, justement, hein, nos champions olympiques qui ont conclu le dernier relais donc de la saison avec la deuxième place derrière la Norvège hein, pour le biathlon. Ouais, ouais, alors ils ne sont pas passés loin non plus. Il y a eu évidemment dans le relais, est-ce que les 4 athlètes sont capables de tenir la baraque dans toutes les nations, hein, au sein de toutes les nations. Ils finissent deuxième. Bon, je crois qu'ils ont dominé le sujet quasiment les 3 quarts de la saison. Une belle épreuve, encore une fois une belle épreuve par équipe, avec beaucoup de rebondissements. Ils finissent deuxième, donc c'est encore une fois. De toute façon, la France, depuis le début de la saison, hein, avec la consécration aussi lors des Jeux Olympiques, sont vraiment la nation à battre. Mmh. C'est vrai que là, ils sont vraiment bien lancés pour vraiment une très belle saison pour eux. Hein. On va continuer, Marc, avec également toujours du biathlon avec les Bleus qui remportent le petit globe du relais. Alors, c'est l'équipe de France féminine hein, de biathlon qui termine deuxième au relais, justement. Et bravo donc à Julia Simon, à Lou Jean Monod, Océane Michelon et Camille Benet également. Ouais, les 4 flèches féminines Les blagues, qui ouais. remportent, les 4 flèches féminines qui remportent le petit globe du relais, puisqu'il y a aussi en relais des globes. Donc, elles ont vraiment aussi dominé le sujet cette saison. On a aussi vu un sacré effondrement de l'équipe italienne, hein, avant les Jeux Olympiques, pendant les Jeux Olympiques et puis ensuite derrière, notamment avec une suspension d'une athlète pour dopage, qui risque d'avoir une répercussion sur les résultats malgré tout pendant la saison. Parce que si elle est effectivement déclassée
pour cause de dopage. L'ensemble des résultats qui auraient pu être par équipe lors de ces participations, ça enlève tous les résultats de podium qu'elles ont pu faire. Mais il y avait donc l'Allemagne, je trouvais un peu faible. Les Suédoises se sont rassurées. Les Finlandaises chez elles, on espérait mieux, mais encore une fois, difficile de faire de rivaliser avec les Suédoises qui avaient gagné par équipe féminine, et nos Françaises qui se sont légitimement mis sur le podium pour remporter ce magnifique petit globe de relais. Bravo à elle, hein, également. Le biathlon, il y a beaucoup de différentes disciplines, hein. Et puis on va continuer avec, grâce à sa deuxième place, et celui de 19 sur 20 au niveau du tir quand même, hein, Éric Perrault qui remporte le petit globe de la Mastart. Également, Marc, on peut le dire. Ouais, là pour le coup, quand on dit on arrose une victoire, là je pense qu'ils ont moyen d'être bien, comme on dit dans le Ouais. jargon, ils ont moyen d'être bien bourrés tous. Mais heureusement ils boivent pas beaucoup. Mais oui, Eric qui fait un 19 sur 20 et qui, moi j'ai trouvé bonne maîtrise parce que il y avait les deux Norvégiens autour de lui, Lagrène et Botten, si je me trompe pas. Et donc il remporte déjà. C'est ses objectifs de la saison. Donc, il en a déjà un qui est placé. Donc, on va voir comment aussi, comme Lou, il est capable de pouvoir remporter peut-être le gros globe, mais aussi les autres petits globes qui l'attendent, je pense. Voilà, beaucoup de clubs pour eux, hein, justement. On va parler de l'Italie, avec cette Ah, fois-ci en ski alpin, avec les débuts des épreuves de vitesse en Italie, avec une 19e place pardon, de Roman Miradoni, donc sur la descente, hein, et Camille Cerruti qui signe le 28e chrono de la course. ouais, alors c'était Pirovano qui avait gagné devant Emma Escher et Johnson, l'américaine qui avait été, elle, championne olympique. Emma Escher qui a été vice-championne olympique et qui aujourd'hui est l'une des concurrentes. Alors, désolé, je parlais pas des françaises, mais Emma Escher qui est la grande concurrente du classement général de la Coupe du Monde. On a vu que Chifril avait pris le départ du Super G à notre grande surprise pour essayer de glaner certains points. Bon, allez, c'est pas le mieux, mais en tout cas, l'essentiel, c'est de marquer les points et d'être dans les points pour faire les finales de Coupe du Monde qui auront lieu, qui me semble, en Norvège de mémoire, Mm. fin mars. Enfin, Marc, c'est vite là. C'est vite là. On va continuer, Marc, avec également la suite des résultats. Toujours en ski alpin avec le top 20 pour Roman Miradoli, hein, justement, qui est la meilleure française du jour. Donc, il prend la 16e place de la deuxième descente sur la piste italienne. D'autres bleus qui terminent également, quand même, dans les points avec Camille Cerruti avec 22e et Laura Gauche 30e. On peut quand même souligner Oui, aussi également. Pirovano italienne qui fait le doublé, hein, qui gagne les deux descentes, exceptionnel. Et là, c'était Uther, l'Autrichienne devant Corinne Suter et Roman qui fait 16e. Et vous l'avez dit, Camille qui rentre dans les points, à mon avis, pour les finales de Coupe du Monde. Laura, oui, elles étaient peut-être un peu moins à l'aise sur ces épreuves de descente, très particulières aussi. C'était dans les Dolomites, hein. Vassa, Mhm. c'était pas très loin au Cortina. Des conditions de neige assez particulières, des neiges de printemps, mais très très dures, très verglacées. Et j'ai vu que ça avait quand même posé beaucoup de problèmes pour la majeure partie des descendeuses. Et donc, bon, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de blessures et qu'elles arrivent à marquer les points comme vous venez de le mentionner. Tout à fait, c'est surtout ça l'essentiel. On va continuer, on va survoler également le ski alpin avec une superbe performance, cette fois-ci chez les hommes, de Léo Agneau, hein, sur le géant du tournant, comme lors des Jeux Olympiques, hein, qu'on a pu vivre ensemble. Notre tricolore qui décroche donc une belle 6e place quand même, et notamment grâce à une excellente deuxième manche, hein, j'ai pu souligner que Alexis Pintiro, donc, qui termine 16e, tandis que Thibaut Favreau qui prend la 25e place. Oui, alors j'ai remporté par le champion olympique, Braten, devant Loïc Meyer, notre Suisse, qui fait une magnifique saison pour l'instant. Braunsteiner, l'autre Autrichien, ils ont fait 1 et 3. Marco Dermat, qui est un petit peu en dedans, qui finit 5e, parce que Marco, on l'attend en général pour les victoires, ne serait sur le podium. Léo finit 6e, un beau géant Cranchagora, c'est une magnifique épreuve. Alors, station très basse, hein.
Le départ, je Mm. crois qu'il est à peu près 1000 mètres et l'arrivée est à pratiquement à 800 mètres ou un peu plus bas. Des conditions, encore une fois, de neige, ce qu'on appelle, nous, des neiges de printemps à gros sel, avec en général, on rajoute un peu du sel, vous savez, pour durcir la neige. Donc, des sensations particulières, mais une belle 6e place de Léo, vous l'avez dit, Pintu, qui est encore là, qui est encore dans les points, et Thibaut, qui globalement, je pense qu'il a peut-être, à mon avis, du mal à digérer sa non-participation aux Jeux Olympiques. Ça, Mm. ça doit peser, ça doit quand même peser dans les valises. C'est vrai, surtout au niveau du moral, j'ai tout à fait raison. Également les Bleus qui terminent le week-end donc dans les points sur le Super G avec Roman Miradoli hein, qui 4e, Camille Cerruti 15e avec plus 0,85. Puis Laura Gauche également qui termine 25e. Ouais, alors de nouveau encore les Italiennes qui font vraiment un week-end exceptionnel là-bas chez elles avec Curtoni qui gagne et qui avait pas gagné depuis je crois 3 4 ans, qui s'était souvent blessé, Zenere qui partait avec un dossard assez éloigné qui fait 3e, la Norvégienne qui fait 2 et Roman qui est 4e malheureusement au pied du podium, mais on se rassure aussi avec une belle 15e place de Camille et puis Laura aussi qui revient un peu en super G avec des fois des phénomènes un peu de yo-yo, un peu des fois ça rentre bien, des fois elle est un petit peu moins bien, Mhm. suivant le type de piste. Mais non, je suis content parce que Roman, avec les classements, ce qu'on appelle de la WVSL, les classements du classement général, du classement de la Coupe du Monde de Super G, je crois qu'elle est 3e pour l'instant. Donc c'est plutôt intéressant avant les finales, avant les dernières courses. Voilà pour le ski alpin. Et puis également un avant-dernier tableau avec les deux top 10 hein, quand même pour Clément Noël qui termine 6e et meilleur français du slalom à seulement justement. Et puis ensuite Paco Rassa qui prend la 9e place. Et dans les points également, Auguste Honeck 15e, Antoine Azolin 16e et puis Victor Muffat-Jandet qui termine 17e. Ouais, ça fait quand même une belle équipe de slalom, hein. On en a parlé Mm, avec cette grosse contre-performance pendant les Jeux Olympiques. mm, Soyons clairs mm, aussi. Alors là, moi qui suis quand même un slalomeur, j'allais dire, j'étais slalomeur dans ma jeune carrière, slalomeur typé, et ben, j'ai rarement vu le 6e à 12 centièmes. mm, Donc de la victoire. C'est assez rare de voir ça. Et puis vous voyez le 9e à 39 centièmes, c'est vraiment des écarts. Vraiment, je crois que de mémoire, c'est Atlee McGrath, pardon, rappelez-vous, qui avait fini dans la forêt aux Jeux Olympiques, qui gagne la première manche et qui finit premier à 1 centième devant son collègue norvégien Christo. Et là, c'est mm. rare d'avoir des écarts aussi faibles. Et on C'est tout. souligne, bon, Paco fait 9e à 39 centièmes avec beaucoup de regrets, j'imagine. Mais les petits jeunes, là, Auguste Holnet, qui Ouais, avait fait ouais. 11e de mémoire à Val d'Isère, qui fait 15, et le Mèchevant, puisque de Paris, évidemment, l'a eu en scolarité. Antoine, qui fait une belle 16e place à Kranjska-Gora, et Totor, à mon avis, qui fait une Mm, petite contre-performance aussi, qui a eu du mal, contrairement aux jeunes, hein, Holnet, mm, Azolin, bon, ils étaient dans le classement un peu derrière, mais comment Totor, il était, je crois qu'il devait être 16 ou 17e au classement mondial de slalom et bah, malheureusement, Totor, il n'a pas pu aller aux Jeux Olympiques. Donc, encore une fois, il y a des phénomènes de yo-yo, le moral. En tout cas, mm, lui, il fera les finales de Coupe du Monde, ça c'est sûr. Nos jeunes, ils marquent des points, ça c'est important mm, pour la Coupe du Monde, hein, puisque la Coupe du Monde pour eux, il y en aura plus. Parce que maintenant, mm, c'est les finales de Coupe du Monde, ou alors il va falloir qu'ils aillent faire de la vitesse le week-end prochain à Courchevel pour deux mm, super géants et une descente. mm. Pardon, mais non, un bon résultat d'ensemble avec ces petits jeunes qui arrivent derrière. Kranjska qui reste quand même une grande classique, hein, une grande classique, autant en slalom spécial, en slalom géant, en Slovénie, Mm. avec une belle ambiance en général dans l'aire d'arrivée en Slovénie. Alors, j'ai un ami, Jean-Jacques Rey, qui m'a envoyé le message. Roman n'est pas 3e du classement général du super géant, mais 5e. Mais elle est pas Ah, loin, à mon avis, elle est pas loin du podium.
Non, là, là, on va pas le précision. Et puis on va terminer par double championne du monde, Amy Charbonnet qui remporte l'or sur le Super G des championnats du monde junior de ski alpin à Narvik. Donc la française qui s'impose également sur le combiné par équipe avec Ilona Charbottel. Voilà, ça c'est pour les juniors Non? également. Voilà, oui, parce que vous avez les championnats du monde junior. Alors, Narvik, c'est en Scandinavie. Ce sera de mémoire les Jeux olympiques, qu'est-ce que je raconte? Les championnats du monde en 2029, parce que 2027, ça va être chez nos amis suisses à Crans-Montana. Et ensuite, on va avoir 2027, c'est tous les 2 ans. 2029, il y aura les championnats du monde à Narvik, là-bas. Championnats du monde, non pas junior, mais là, l'équipe de France chez les jeunes. Et encore une fois, Amy, elle montre la voie à tout le monde avec ses 2 médailles d'or remportées sur ces 2 épreuves qu'elle a participé. Félicitations à elle, ça fait très plaisir. Alors, on a toujours un débat en France, vous savez, on a toujours eu dans l'histoire des champions du monde ou des champions du monde junior, et que souvent, on se dit tiens, ils ont été champions du monde junior et que derrière, il y a un laps de temps plus ou moins long. C'est comme ça. Il y a des athlètes qui sont capables de franchir le cap après les titres de champion du monde junior, euh, femmes et hommes confondus. Et il y en a d'autres qui embrayent plus rapidement. Pour ne pas les citer, Courtoni, Chiffrine à l'époque et bien d'autres encore, qui sont capables, elles, carrément d'être et champion du monde junior et être quasiment sur les podiums en Coupe du Monde. Ça, c'est des gens assez hors du commun. Il faut laisser le temps, mais en tout cas, il y a un côté positif aussi, malgré tout, d'avoir une équipe chez les juniors, et en même temps, on est quand même tous contents d'avoir la Marseillaise dans ces différents championnats du monde. Ça, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. C'est très important de le dire. On va écouter 2 interviews, Léon Agneau et puis celui de Clément Noël durant ce week-end qu'on a pu obtenir grâce à la Fédération française de ski, Marc. Léon Agneau, 6e du slalom géant de Kranjska. Alors on l'écoute. Et ben là, on l'écoute. Du coup, c'est une très bonne course aujourd'hui. Je pense que c'est dans la continuité de ce que j'ai pu faire sur les Jeux et sur Adelboden, bon, si on met à part Schladming. Voilà, je fais une première manche qui est très solide sur le haut. Je skie, je perds un peu le rythme sur le bas, je perds de la vitesse. Du coup, je fais pas forcément le bas idéal pour pouvoir jouer avec les meilleurs, mais c'est quand même une première manche solide dans les 10. Il y avait pas trop d'écart à part les 3 premiers. Et la 2, c'était un tracé qui allait tout droit avec beaucoup, beaucoup de vitesse. Je suis rarement allé aussi vite dans un géant. Et voilà, je fais une faute, mais au final, cette faute, elle me coûte du temps, mais elle me fait aussi changer. Enfin, en gros, je me suis dit, là, tu as tout perdu. Donc derrière, j'avais la sensation que j'avais plus le choix si je voulais espérer faire un bon résultat. Donc j'ai un peu tout lâché, tout en étant un peu intelligemment, parce qu'au final, je fais pas trop de fautes en bas. Je fais même pas de fautes en bas et je fais un gros bas. Donc au final, ça revient à être une bonne manche. Je m'attendais pas à arriver en tête, donc ça m'a fait plaisir d'arriver en tête. Ça revient, c'est 6e, mon 3e meilleur résultat en Coupe du Monde. Ça construit, ça se rapproche des meilleurs, donc très positif cette journée et très positif pour la suite. Voilà, donc il faut continuer dans ce sens-là et construire petit à petit. Voilà, Léon Agneau. Ouais, alors vous savez que la particularité de nos géantistes, en tout cas dans l'histoire des Français, on est toujours très très bon. On est plutôt des techniciens. On est plutôt des gens très très à l'aise sur des pentes très raides, ce qui est un peu le cas de Kranjska Gora, notamment dans le mur final. Et c'est historique. Les géantistes français ont toujours été en général plutôt très bons sur des pistes assez techniques, très raides, un peu moins bons sur les pistes plates, comme on a pu voir entre guillemets aux Jeux Olympiques, mais c'est comme tout, il faut être capable d'être aussi bon sur des pistes un peu plus plates. Léo, il l'a dit. Alors moi, j'ai pas vu du tout les vitesses instantanées, mais j'ai souvenir qu'à Zolden, chez les garçons, ils étaient à 75 km/h et chez les filles, elles étaient à plus de 80 km/h en géant. Et quand Léo vous explique que c'est la première fois qu'il va aussi vite en géant, à mon avis, il devait pas être loin des 100 km/h sur des épreuves de géant. Enfin, en tout cas, je l'imagine. Mais quand même 100, c'est énorme. Faut pas avoir de radar quand c'est comme ça. On va écouter Clément Noël cette fois-ci, Marc. Ouais, Clément Noël qui a donc 6e place du slalom à 12 centièmes
de la victoire. On va l'écouter, Clément. Oui, bah aujourd'hui ça a été une course très serrée comme on a l'habitude en slalom. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de jouer devant et ça s'est encore démontré aujourd'hui. Je pense que 6 personnes en 12 centièmes, c'est très rare, voire jamais arrivé. Donc les centièmes passent du mauvais côté. En tout cas, moi je passe du mauvais côté des centièmes. C'est comme ça, c'est frustrant. Maintenant, je sais que j'aurais pu skier mieux que ça. Je pense en première manche, les intentions n'étaient pas forcément les bonnes. J'ai pas réussi à mettre exactement l'intensité que je voulais mettre sur cette première manche. Il y a une réaction qui est correcte en deuxième manche, dans des conditions plus difficiles, avec un peu des trous. Voilà, des courses toujours un peu particulières, un peu de printemps avec de la chaleur et une piste qui marque un petit peu. Mais globalement, la deuxième manche, j'étais dans le combat au moins. Donc voilà, de la frustration, c'est sûr. Après c'est comme ça, c'est le slalom et on passe à la course d'après. Il nous reste une course, donc on va essayer de la faire le mieux possible, de finir en beauté cette saison. Et, euh, et voilà, rien de plus à dire, je pense. Voilà pour Clément. Ah. Ouais, moi, quand j'écoute Clément, des fois, je suis un peu scotché parce que c'est le mec. Il y a la baraque qui lui est tombée sur la tête et il bouge pas le mec. Il est là, il est serein. Bon, c'est pas grave. Elle m'est tombée sur la tête. Bon, on va Il est passer à l'étape posé, suivante il est et terminer. posé, Bon, ouais. ouais, voilà. Ouais. Ouais, ok. Bah, j'ai essayé de faire mieux. Je fais des fautes. Bon, je vais pas perdre de l'énergie inutilement à ressasser tout ce que j'ai fait de mal ou j'aurais pu faire de mieux. Ça, c'est une certitude. Alors moi, j'ai vraiment regardé le slalom. La première manche, il passe carrément au travers parce que il part avec le dos sarin. Techniquement parlant, Clément, en général, il a beaucoup de relâchement et donc il arrive à ce qu'on appelle à pousser le ski extérieur. Et là, moi, j'avais trouvé que sur cette première manche, il avait plutôt un phénomène un peu ce qu'on appelle nous dans un jargon latéral, qui fait que du coup, le ski ne s'accélère pas. Et c'est certainement ce qui lui a posé un gros problème technique et ce qu'il n'a pas fait la première manche, bien qu'il avait un bon dossard. Bon, il a su corriger. Euh, et vous l'avez entendu. Voilà, pour lui. Et ben maintenant, alors le classement général de la Coupe du Monde, le petit globe de slalom, ça peut être jouable pour lui. Il y a beaucoup, ça ne dépend pas que de lui, mais c'est encore, on va dire, au niveau des points, tout dépend ce que vont faire aussi ses adversaires. À Telly McGrath, si je me trompe pas, et je crois que le deuxième, ça doit être, est-ce que c'est pas Loïc ou je sais plus qui c'est qui est le deuxième au classement. Donc derrière, ils ont une finale, ils ont la dernière épreuve ou en tout cas, et ça va jouer certainement un peu tôt. Et vous savez qu'en slalom, ça se joue aussi à peu de choses. Il y a beaucoup de gens qui tombent, il y a beaucoup de gens qui enfourchent. On a vu notamment notre ami belge Armand Marchand qui avait fait une magnifique troisième place de la première manche, pile, qui se met au tapis la deuxième, tout comme Loïc Meillard. Mais c'est la particularité chez les slalomeurs. Bon, Clément, encore une fois, moi je sais pas comment, parce que quand vous êtes champion, moi je me suis sacrément pris la tête quand vous faites des bons temps, vous faites des bons chronos et que vous prenez une tarte, vous tombez ou vous prenez quelques secondes, la soirée devient compliquée, si ce n'est pas la nuit et voire même les jours qui suivent. Lui, vous avez vu, ok, on va pas perdre de temps, on va pas perdre d'énergie, on passe à l'étape suivante, on se remet au boulot et on essaie de préparer la prochaine. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est ce on avait compris dans son interview. Marc, les prochains rendez-vous au niveau de la glisse, c'est le week-end prochain, ça approche déjà, à grands pas, même si on n'est que lundi. Exactement, le week-end prochain, donc les filles seront en Orée. Je crois qu'il me semble qu'il y a un somme géant, un somme spécial. Globalement, on a quasiment les mêmes qui seront qualifiés chez les femmes. Les garçons seront, ils seront en vitesse. Ils seront en vitesse à Courchevel, qui a récupéré un super géant homme qui devait avoir lieu à Garmisch. Donc, qui aura lieu vendredi. Samedi, c'est la fameuse descente de Courchevel et dimanche, le fameux super géant qui avait lieu aussi. Donc, il y a 3 épreuves qui sont reprises à Courchevel pour le 13, 14, 15. J'espère que la météo sera bonne. Oui, on croise les doigts parce que le temps devrait un petit peu changer en fin de semaine, hein, justement. Voilà pour ces rendez-vous sportifs. 2 petites questions, Marc, avant de se quitter quand même. Oui, vous n'avez pas échappé aux questions du soir, aux questions de la semaine surtout. Avec Pierre qui nous dit justement, Marc, combien de temps les athlètes doivent-ils s'accorder de temps pour se régénérer complètement après un hiver intense de compétition? Ça, c'est une très bonne question, justement. Alors, vous savez que dans le monde du sport,
et j'en ai déjà parlé, c'est que aujourd'hui tout le monde s'entraîne, tout le monde se prépare, et l'idée c'est que quel que soit le sport, c'est comment on est capable de récupérer au travers des voyages. Ça a une incidence importante sur l'influx nerveux, mais aussi comment on est capable de bien dormir, de bien manger. C'est l'essentiel, hein, puisque maintenant depuis quasiment 10-15 ans, il y a des grosses études qui sont faites sur le sommeil, pas que pour les sportifs, pour l'ensemble, comme pour vous et moi. Aujourd'hui. Donc du coup, c'est important d'essayer de se régénérer pendant la saison d'hiver. Mais sachez que en théorie, quand ils vont avoir fini là, on va dire déjà fin mars pour les Français, ils vont avoir les championnats de France à Tignes qui vont enchaîner début avril. Et tout de suite derrière, comme en général sur la fin de saison, on a des conditions plus ou moins hivernales sur Tignes, Val d'Isère, mais aussi après sur le glacier des Deux Alpes. On utilise ces périodes-là pour permettre aux athlètes déjà de tester le matériel, de travailler sur les éléments techniques de base, c'est-à-dire qu'on repart à zéro, on va dire à 0,2 km/h, mais en même temps en essayant de travailler sur les nouvelles gammes de ski, sur les nouvelles côtes de ski, sur les fixations, les plaques, ce que je vous ai déjà montré, sur les chaussures de ski. Il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Et malheureusement, ils ont commencé tôt, puisqu'on a vu que c'était fin octobre à Zolden, et que là, la saison n'est pas terminée avant début mai, quasiment. Et encore, oui, et encore début mai, ils remontent déjà sur le glacier des Deux Alpes, en tout cas pour nous, pour travailler et en tout cas tester et rechercher avec les fabricants sur des nouveaux produits, sur les nouveaux modèles et les nouvelles côtes au niveau des skis. Enfin, il y a beaucoup de travail qui sont réalisés à ce moment-là, et ça devient. Alors avant, on arrêtait, on pliait les gaules, terminé. Là maintenant, du fait qu'on a ce réchauffement climatique, mais aussi on n'a plus tellement la possibilité d'aller, même si on peut aller sur les glaciers en période, je dirais juin, juillet, les qualités de neige ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on peut trouver pendant l'hiver. Voilà. Donc la récupération, oui, mais encore une fois, on est maintenant dans des spirales un peu différentes de ce qui pouvait exister il y a plus de 10 ans en arrière. Voilà, c'est en raison surtout du changement du climat qu'on observe de plus en plus. Et puis justement, toujours en ski alpin, Marc, à quel âge peut-on attaquer sérieusement la musculation chez les jeunes? Alors ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question. La question du jour. Ouais, c'est la question du jour. En fait, je pense que maintenant, il y a quand même le physiologique et les études scientifiques et le médical peut amener certaines notions. Moi, je pense qu'il y a une certaine dangerosité quand on commence à vouloir travailler trop de musculation. Moi, je pense plus à un renforcement musculaire avec des idées de proprioception, avec des kinésithérapeutes, que de charger comme des mules. Parce que, soyons clairs, hein, c'est un peu la tendance, hein. C'est un peu une tendance, je dirais, globale dans le monde entier. Et vous avez des gens qui subissent la puberté. On n'est pas sur les mêmes registres. Et il y a des gens qui grandissent très vite, il y a des gens qui grandissent moins vite. Et je reste en tout cas convaincu en tant qu'entraîneur, parce que là c'est l'entraîneur qui vous parle, puisque n'oubliez pas que j'entraîne quand même des athlètes, et que je reste très très prudent sur la musculation qu'il faut faire, évidemment, pour être le plus costaud possible, pour être le plus performant, parce que le ski, c'est pas en soulevant de la fonte non plus. Il y a quand même des sensations kinesthésiques. Il y a de la proprioception qui est très importante. Et moi, je reste toujours un peu dubitatif quand je vois un certain nombre de jeunes, je dirais presque à tort, on pourrait dire à tort ou à raison, sur lequel c'est un peu l'escalade. C'est-à-dire que chez les jeunes, on est dans une escalade où il faut impérativement faire des résultats en début de saison. Il faut claquer, il faut avoir un nombre de journées de ski incroyable. On attaque sur des régimes de musculation et derrière, on a très souvent des blessures. Et ce qui est le plus récurrent, c'est des problèmes aussi lombaires. Donc encore une fois, je pense qu'il y a dans le schéma global mondial des sports, il n'y a pas de livre d'or. Soyons clairs, il n'y a aucun livre d'or là-dessus. Et que chacun, par expérience, chaque nation, chaque décision sont prises entre les entraîneurs ski alpin et les préparateurs physiques, et des choix qui sont faits au sein des équipes. Ça, c'est
encore une fois, on cherche, on dit, tiens, les Norvégiens, ils étaient plus comme ça. Nous, les Français, on a fait plus comme ça. Et puis souvent, on essaie de répéter plus ou moins bien avec succès. Mais chez les jeunes, je pense qu'il faut y aller avec un petit peu plus de prudence. Parce qu'encore une fois, c'est pas en étant le meilleur à 12 ans, 14 ans et en chargeant comme des mules qu'on va, à mon avis, trouver la solution. Il est certes important de s'entraîner, encore une fois, mais encore avec intelligence, avec programmation et avec effectivement avec beaucoup plus de recherche qu'on peut l'imaginer. Voilà pour cette réponse là, justement sur les jeunes et la musculation des jeunes pour au niveau du ski alpin. Voilà, c'était la dernière question, Marc, pour ce soir. Voilà, on a fait le tour d'horizon, un grand tour d'horizon sur les différentes compétitions, biathlon, ski de fond, également snow. Voilà, on a fait vraiment justement le tour sur ce week-end de la glisse. On va remercier bien entendu Marc d'avoir été avec nous quand même, Marc, pour avoir également aussi commenté tous ces résultats. Alors, si vous permettez, j'ai deux sujets pour vous. Oui, oui. J'ai le sujet notamment des Paralympiques. Je voudrais qu'on ait une grande pensée pour l'un des pionniers de l'équipe de France de Paralympique à l'époque. C'était un grand journaliste qui nous a quittés il y a très très longtemps. C'est Patrick Naff. Vous savez, était journaliste sur France 2. Mais Patrick avait fait les Jeux Olympiques, avait fait déjà les Paralympiques en 76, en 80, en 84. Il avait perdu une jambe. Il était unijambiste. Il avait eu le record du monde de kilomètres lancés sur une jambe à plus de 88 km/h. Patrick. Après, il y a eu Johan Taberlet. Donc, c'est tous les gens qui ont beaucoup travaillé sur les Paralympiques. Et rappelez-vous qu'à l'époque, c'était quand même personne n'en parlait globalement. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de médias et tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Et que l'accessibilité, en tout cas pour nous, au sein des sports d'hiver, soit de plus en plus précise, performante et alors on parle beaucoup, mais il y a à mon avis encore beaucoup de choses à faire en termes de budget et d'accessibilité et de pouvoir imaginer que ceux qui sont blessés puissent se retrouver un moral, une santé au travers du sport et pourquoi pas des Jeux Olympiques. Mais ça, je voudrais avoir une grande pensée pour Patrick Naff pour les Paralympiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, vous savez que en France, on a l'École nationale de ski et d'alpinisme qui sont l'Institut national qui va fêter ses 80 ans là en 2026. C'est le système français qui forme les moniteurs de ski. Donc ça va fêter les 80 ans. Donc vous voyez que et c'est à Chamonix, pas très loin de chez nous. Il y aura les 80 ans. Je sais que ça va être une grande célébration. Alors il y a beaucoup de professeurs de l'ENSA qui seront présents. Je salue l'un des principaux organisateurs, Manu Marchand-Hervier. Philippe de Paris se connaît bien, et j'espère rendre la noblesse aussi aux anciens. Je vous en parle souvent, Émile Allais, Jam Coutet, qui a été le fondateur de ce fameux Christiania Léger, de ces techniques emblématiques du ski français, et bien d'autres encore, dont les champions n'ont cessé de suivre nos pionniers. Moi-même, je suis issu de tous ces gens-là qui ont été les fondateurs d'une technique, avec des fois un petit peu d'oubli, mais ça reste malgré tout une institution. Quand vous voulez être moniteur de ski, vous allez à l'ENSA. Quand vous voulez être guide de haute montagne, vous allez à l'ENSA. Alors vous avez en Autriche le fameux Bundesport, qui est quand même aussi emblématique. Et dans l'histoire, la France et l'Autriche ont été les précurseurs et sont toujours en grande discussion sur l'évolution technique du ski aujourd'hui. Voilà pour ces deux mots de Marc. Merci justement pour nous avoir expliqué tout ça, Marc. Des bons souvenirs pour vous à l'époque quand même. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'être capitaine de l'équipe d'Interski en 95 au Japon, capitaine et entraîneur. Et puis surtout, j'ai la chance, je vous en parle souvent, et Jean-Claude Killy expliquait, et bien d'autres encore, que nos pionniers, Alfred Coutet à l'époque, le tout premier, qui avait créé, je crois, une école de ski en 1908. Rappelez-vous, c'est juste avant la Première Guerre mondiale. À l'époque, c'était essentiellement pour les troupes de montagne. Et puis ensuite, tous ces gens-là, ces gens-là qui ont travaillé, qui ont cherché, notamment pour moi, mon grand maître, c'était Jam Coutet, qui a été encore une fois le fondateur du Christiania Léger, avec une reconnaissance absolue. Alors globalement, c'est la technique du ski parallèle. Pour vous faire un résumé, les Autrichiens étaient toujours sur le Stemmbogen, le virage à neige, et nous, Jam était antithèse du virage à neige.
pour être clair. Et il avait expliqué ces différents mécanismes entre un allègement et un déclenchement de courbe, avec ses skis parallèles, avec une flexion, avec un chassé pivoté des pieds et en même temps une extension. Ça vous paraît aujourd'hui hors du temps, on dit tiens, mais ces mecs-là, ils ont réfléchi et ça reste la richesse de notre enseignement du ski français. Voilà, merci beaucoup Marc pour ce moment hein, justement de beaux souvenirs que vous nous faites partager dans cette émission du 19h Glisse. Merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous. Ouais, désolé, on a dépassé de quelques minutes. Ouais, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On va se retrouvera très prochainement pour encore parler de glisse. Et oui, ça continue la glisse. L'hiver n'est pas fini. Et Marc sera là jusqu'à justement la fin de toutes les compétitions. Hein. Voilà. Oui, alors demain, paralympique, il y a l'épreuve du combiné. Vous savez, c'est une épreuve du super géant le matin vers 9h, si je ne me trompe pas. Et à 13h, il y a l'épreuve du slalom. Donc, c'est le combiné des deux. On attend de nouveau des victoires pour nos Français. Voilà, et on croise les doigts pour eux. Voilà, les Paralympiques à suivre chez nos amis de France Télévisions. Voilà, c'est important de pouvoir regarder. Merci beaucoup, Marc. Belle soirée à vous. Vous aussi, Johan, réfléchissez bien sur la technique. Hein. Voilà, tout à fait, c'est ça. Merci beaucoup. Bonne Salut. soirée. À très bientôt. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette rubrique qui sera disponible dès demain sur toutes les plateformes en replay de la place du village.